Rebonjour à tous et bienvenue dans la 11e partie de ce 12e MOOC consacré à la production de biocarburants durables, à savoir biojet et biodiesel. Dans la 10e partie, on a parlé de la section de refroidissement de l'effluent du réacteur. Voyons maintenant la suite du procédé. Souvenez-vous, on a séparé la phase gaz de la phase liquide dans un ballon opérant à 35 bars et une température de 40 degrés. Les 36 tonnes par heure de gaz contiennent environ 70% volume d'hydrogène, 15% volume de C3 et surtout 2% volume de CO2. Ce CO2 doit d'une façon ou d'une autre quitter la zone réactionnelle, faute de quoi il s'accumulerait. C'est la raison pour laquelle on a souvent recours à un lavage à l'amine qui va absorber ce CO2. Avec une amine de type DEA ou MDEA, on va arriver à capter environ 90% du CO2 et avoir donc un gaz lavé avec une concentration en hydrogène de 72% volume. Une fois lavé, ce gaz représente environ un débit de 30 tonnes par heure. Il est alors recyclé via un compresseur en entrée de l'unité et rappelez-vous, c'est ce gaz que l'on avait injecté en tout début de procédé. Ce gaz assure un volant thermique dans le réacteur et assure également la stabilité du catalyseur. Il reste maintenant à traiter du devenir des deux flux hydrocarbures provenant des deux ballons. Les 290 tonnes par heure d'hydrocarbures liquides issus du ballon chaud et les 3 tonnes par heure d'hydrocarbures liquides du ballon froid entrent alors dans une colonne que l'on appelle le stripper, pour enlever le propane, l'H2S et le CO2 résiduel. Dans cette colonne, on injecte typiquement de la vapeur en fond, ici typiquement 2,5 tonnes par heure, et cette colonne fonctionne typiquement à 4 bars et est équipée d'un condenseur et d'un ballon de reflux. En tête, le condenseur enlève environ 2 gigacalories par heure et on récupère environ 5 tonnes par heure de gaz en tête, qui est majoritairement le propane produit. On a également la production d'une eau acide qui n'est ni plus ni moins que la vapeur de stripping qui s'est condensée en tête. On en récupère ici typiquement 3 tonnes par heure. Le produit de fond, débarrassé du CO2, du C3 et de l'H2S, est ensuite refroidi dans un échangeur pour atteindre environ 150 degrés C. Et il est ensuite envoyé dans un sécheur pour enlever les traces d'eau, qui peuvent gêner le fonctionnement de la section en aval. On enlève ici environ 12 gigacalories par heure d'énergie, soit de quoi produire de la vapeur. Le produit de fond, une fois séché, est en partie recirculé vers la section réactionnelle et constitue les fameux 200 tonnes par heure d'inerte liquide que l'on avait injecté en tout début de procédé. Il reste donc environ 86 tonnes par heure de paraffine qui sont envoyées dans un bac avant d'être envoyées et traitées dans la section aval. En effet, ces paraffines produites présentent un point de trouble de l'ordre de 20 degrés C, et ce n'est donc pas en ligne avec les exigences sur les carburants de type diesel et encore moins avec le kérosène demandé par la réglementation. Pour mémoire ou pour info, le point de trouble est la température à partir de laquelle un carburant se trouble. Ceci est d'ailleurs souvent dû à la présence de molécules longues et plutôt linéaires. Du fait de la structure chimique des paraffines que l'on vient de créer, il n'est pas surprenant que le point de trouble de l'effluent liquide de cette unité soit très élevé. On rappelle que la réglementation en Europe vise un point de trouble de l'ordre de -5 à +5 degrés C, quand le point de trouble de notre effluent liquide est de l'ordre de 20 degrés, et il dépend très logiquement de la charge traitée. Rendez-vous dans la 12e vidéo de ce MOOC pour voir comment on va améliorer le point de trouble de ce liquide. En attendant, comme d'habitude, abonnez-vous et faites les 5 questions du quiz dont le lien est disponible dans la description de la vidéo. À très bientôt pour la suite. Au revoir!